Bonjour mes amis, voici venu le temps de notre live Sens Aigu, cinquième épisode de tout un cycle de conférences live suivies de questions-réponses sur la réinvention de la politique et la philosophie dans son rôle social, dans son rôle d'engagement, voilà, pour penser l'actualité et le monde d'aujourd'hui. En attendant que vous vous connectiez en masse et que vous partagiez cette vidéo, je vais moi-même partager la vidéo. Ceux qui nous rejoignent, vous pouvez directement aller à la 5e minute. Voilà, ceux qui nous... Non, excusez-moi. Ceux qui regardent cette vidéo en replay, c'est-à-dire non pas en live mais en replay, waouh, vous pouvez directement aller à la 5e minute. La conférence commencera à la 5e minute. Pendant les 4 minutes qui sont devant nous, je vais vous demander de partager partout cette vidéo de façon à ce que vos amis puissent nous rejoindre et qu'on soit très nombreux à philosopher sur la cybermodernité. C'est le thème de cette conférence, c'est-à-dire sur le monde réel et son évolution dans le futur. Donc je fais la même chose que ce que vous devriez faire, c'est-à-dire partager sur les groupes, partager sur vos journaux Facebook et partager sur vos pages. La conférence commence dans 3-4 minutes. Pour l'instant, on est dans la phase partage. Nous sommes 20, il faut qu'on arrive au moins à 40 pour que ça commence. Donc je compte sur vos partages multiples, que chaque personne puisse partager au moins une dizaine de fois sur ses groupes, ses pages, etc. Ce que je fais actuellement. Voilà, je vous vois arriver, c'est très sympa. Bim. Donc nous allons, c'est dur de parler en partageant, mais je vais essayer l'exercice. Nous allons vraiment parler de notre époque, de la modernité, de la politique aujourd'hui, du désir des citoyens, et puis des difficultés qui sont actuelles et qui risquent de se prolonger à l'avenir, mais aussi des esquisses de solutions. Voilà, je partage partout avec vous. Bim. Voilà, j'espère que vous partagez. Bonsoir. Donc, il y aura un temps d'échange d'une demi-heure à la fin de cette conférence qui commence dans quelques minutes. Mais ça vous empêche pas, bien sûr, ça ne vous empêche pas de dialoguer entre vous, évidemment. Alors ça, je l'ai déjà fait. Bim. Je vous montre ce que je fais. Bonsoir tout le monde. Au revoir. Alors, voilà, on partage. Je partage donc sur mes groupes. Boum. De façon à ce qu'on augmente. Partager. On va partager encore sur d'autres groupes. Voilà, faites comme moi mes amis, vous pouvez vraiment partager au moins 10 fois la vidéo. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi prévenir vos amis en message privé. Prévenez-les en message privé. Il y a une conférence qui commence dans quelques minutes, elle est en live. Et avec des questions-réponses qui vont être intéressantes. J'en suis sûr que vous allez poser les bonnes questions qui vont nous faire avancer. Donc voilà, conférence sur la cybermodernité qui commence dans quelques minutes. Le thème du jour, c'est « Nous cybermodernes ». On va s'interroger sur notre modernité, voilà, tout simplement. Est-ce qu'on est dans la post-modernité, dans l'hypermodernité? Voilà, donc on va partir de... Il y aura des textes de philosophie, bien sûr, c'est un peu le but aussi. Je partage sur quelques groupes, et puis après on y va. Faites pareil. Hop. Merci Alain d'avoir approuvé dans le groupe Hannah Arendt. C'est un groupe que j'aime bien. Bim. Je crois qu'on est bon là mes amis. Je partage dans Sens Aigu évidemment. Donc ce cycle de conférences s'appelle Sens Aigu. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je pouvais partager. Donc vous, au fur et à mesure, vous pouvez toujours partager. Attendez. Voilà. Je mets ça devant. J'espère que vous avez bien ça. Voilà. Comme vous me voyez là, je suis un peu haut. Ouais, je vais pas parler comme ça quand même. Donc je vais élever cette chose-là. Hop. Rien de tel qu'un bloc-notes pour élever la chose. On est déjà un peu mieux. Il faut que ça s'élève encore. Excusez-moi pour la petite préparation, mais j'ai le droit. Hein. Je me suis donné 5 minutes de préparation. Je crois que je suis encore dans les temps. Combien de minutes ça fait? Oh oui, j'ai encore quelques secondes avant de commencer.
Donc on surélève tout ça. Je crois qu'on est bon là. Le son il est bas. Alors là je vais rien pouvoir faire parce que pas de souci. Est-ce que le son va bien? Rassurez-moi sur le son, je m'inquiète là. Parce qu'on est parti pour 1 heure et demie de conférence et de dialogue. Donc si vous n'entendez pas, ça va pas. Donc validez-moi si le son va. Rien de tel que Luigi Nono, les écrits de Luigi Nono pour un grand compositeur contemporain. Ça passe, le son parfait dit tutti. Bon, écoutez, je vais mettre du Luigi Nono pour élever un peu le débat. Et on va pouvoir commencer. On est une quarantaine de personnes. Ça va augmenter puisque vous allez encore partager pendant tout le long de cette conférence. Voilà. Le son était bon avant que tu te déplaces. J'espère que ça va maintenant le son. C'est un peu bancal. Hop. Dites-moi si le son ça va. Je pense que normalement tout va bien. Son correct. Merci Kat. On peut y aller. Nous allons aujourd'hui, donc je vous propose une conférence sur ce que j'appelle la cybermodernité, notre époque actuelle et certainement notre époque future. Cette conférence va durer environ 55 minutes. Je ne vais pas rebondir comme je le fais sur Dream Tanks, les agoras citoyennes. Je ne vais pas rebondir systématiquement sur vos remarques. D'ailleurs, je ne vais même pas les prendre en compte, même si je les vois défiler. Mais vous, n'hésitez pas à dialoguer entre vous, à reprendre mes mots pour que tout le monde comprenne. Voilà, aidez-vous les uns les autres pour suivre cette conférence qui va être dense mais compréhensible pour tout le monde. Et à la dernière demi-heure de ces 1 heure et demie, de cette conférence, je vous réserve une demi-heure où je vais répondre à vos questions. Donc notez-les sur un bout de papier ou là, mais il faudra me les répéter parce que lorsque ça fera 1 heure, je vous dirai maintenant une demi-heure de questions-réponses. Et ce débat, je compte vraiment, j'espère qu'il va être fructueux, j'en suis sûr. Donc n'hésitez pas à noter vos questions et à dialoguer entre vous. Donc je pars pour 1 heure de conférence, 55 minutes de conférence, de 7h30. Ouais, merci, excuse-moi. Voilà, donc on y va. Alors, je veux faire avec vous le constat de notre époque. Un constat que j'ai déjà fait sur ma quinzaine de livres. Je suis même assez précurseur en France pour appliquer la philosophie au monde contemporain. Bien sûr, il y a des grands noms, hein, il y a du Baudrillard, du Bourdieu d'une certaine façon, mais j'ai commencé par la télé-réalité, les violences urbaines, et j'ai continué sur la politique. Là, je renoue avec la réflexion politique. Donc, dans cette conférence, je veux essayer de réactualiser l'état des lieux que j'ai fait dans des livres précédents, mais au goût du jour. Or, mes premiers livres qui étaient sortis dans les années 2000, 2001, 2002, 2003 essayaient d'être visionnaires, comme tu dis Géraldine, bah, c'est gentil de le dire, mais en tout cas n'avaient pas pris conscience véritablement dans le détail, et pour cause, ce n'était pas encore là, de ce que les réseaux sociaux et de ce que le numérique allait avoir comme impact dans nos vies, dans notre travail, dans l'organisation de la société et surtout dans l'organisation de la circulation des informations. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, en 2017, franchement, n'a plus grand-chose à voir avec le monde de 1990. Il s'est passé beaucoup de choses en une vingtaine d'années, notamment les smartphones, la capacité d'avoir Internet au bout des doigts, de circuler avec, ce nomadisme qui est devenu non seulement important, mais qui absorbe notre attention et qui absorbe nos vies dans cet entonnoir numérique. On a l'impression parfois, à certains moments de la vie, en tout cas c'est mon cas et je ne sais pas si c'est le vôtre, que le virtuel, c'est-à-dire le réel numérisé qui passe à travers des canaux de communication, est plus important en termes affectifs, en termes d'attention, en termes d'information, en termes de consommation,
que le réel, que la vie réelle. Et si vous avez des adolescents autour de vous, vous voyez bien l'impact que ça a dans les comportements sociaux, je dirais, des adolescents. Euh, il y a vraiment cette révolution, je dirais, la plus quotidienne. On va aller loin après dans l'économie et la politique, mais au niveau quotidien, il y a une immense, un immense changement presque énergétique en termes d'attention, en termes de communication, en termes d'importance, en termes d'identité également. Cette fameuse identité numérique qui va évidemment avec toutes les tares de toute identité, les attaques identitaires, le harcèlement numérique, le cyberharcèlement, les cyberattaques, la sécurité, la cybersécurité. Et donc on voit bien que s'érige doucement, sûrement et implacablement l'idée d'une contre-réalité ou d'une réalité parallèle, ou plutôt de deux réalités parallèles au pluriel, et évidemment complètement connectées au circuit de consommation, au circuit de décision, au circuit finalement d'appréhension du monde. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne en termes de modernité tout ça? Qu'est-ce que ça donne en termes de capacité à choisir l'information, tout à fait. Qu'est-ce que ça donne en termes de vécu, mais également en termes de représentation du monde. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'insister. Euh, on, ne, on ne peut pas se positionner dans un monde qui ait du sens si on n'a pas une vision systémique, plus ou moins élaborée, du monde dans lequel on vit. Ce que j'entends par vision systémique, c'est une vision qui fait des corrélations entre tous les champs de l'existence. Des corrélations entre la famille, l'économique, le travail, la politique, les voyages, l'intelligence, l'éducation, la justice, la santé, la technologie, l'industrie. Voilà. Tous ces champs-là peuvent, dans une vision systémique, être corrélés et ça donne finalement une vision globale, rationalisée. Alors bien sûr, ça n'empêche pas des zones sombres, des zones irrationnelles, mais ça permet au moins de s'orienter un peu dans le monde. Évidemment, je parle aussi des valeurs, de la morale, de la philosophie, de l'idéologie, de la religion, enfin, tout ça peut être coordonné dans une vision systémique. Oui, la transdisciplinarité, Kevin, exactement, permet normalement de surfer. Je sais qu'il y en a qui ont cité Joël de René. Joël de René, que je connais, est quelqu'un qui effectivement était assez précurseur de ces changements de société. Et il disait qu'on passe de la société rigide à la société fluide. Il faut savoir que Joël de René, pour savoir, c'est un des premiers surfeurs français de haut niveau. Son frère également il a disparu, mais il était un très très grand surfeur. Et donc il applique son loisir qui est de surfer. Il se régale avec Internet qui permet de filer la métaphore du surf sur Internet et de cette société liquide, c'est-à-dire flexible, y compris dangereusement flexible en termes de sécurité des emplois, en termes de sécurité des trains de vie, etc. Mais aussi une société apprenante qui n'en finit pas d'apprendre, qui doit co-organiser l'apprentissage continu, mais aussi une société où les repères sont à inventer, à co-élaborer, ils ne tombent pas d'en haut de façon transcendante comme des repères religieux, ils ne sont également pas donnés par des institutions qui elles-mêmes se fluidifient. Un autre sociologue d'origine polonaise, un marxiste hétérodoxe à la base, Zygmunt Bauman, parle de société liquide. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. Société liquide, il a un très beau livre avec un titre éloquent, L'éthique a-t-elle une chance dans un monde de consommateurs? Et au début, il parlait d'hypermodernité, de postmodernité plutôt, et très vite, il a abandonné cette notion de postmodernité pour parler de société liquide. On voit bien donc que c'est une façon de désigner un état de la modernité, de parler de société liquide. C'est un nouvel âge de l'émancipation des règles. On peut voir l'histoire humaine comme une succession d'émancipations. La première émancipation humaine, c'est la station verticale. Vous connaissez peut-être cette magnifique chanson que j'ai réécoutée cet après-midi de Hubert Félix TFN, bipède à station verticale.
Voilà, bipède à station verticale. La station verticale est une véritable émancipation par rapport, je dirais, à l'animalité, puisqu'elle permet plein de choses. C'est le roi Gourand qui en parle très très bien, je crois que c'est dans Le geste et la parole. Euh, Elle permet évidemment d'être prématurée, la station verticale, c'est-à-dire de naître un mois avant les grands singes. Et donc en naissant un mois avant, en étant prématuré parce que le bébé pèse dans le ventre de la mère, et du coup ça force, ça accélère le processus, ça permet d'apprendre pendant 2 ans ce qu'un animal n'apprend pas, un animal étant beaucoup plus du côté de l'instinct que l'être humain, justement, qui est extrêmement fragile pendant longtemps, contrairement aux autres animaux, mais qui du coup peut s'imprégner de la culture jusqu'au langage. La station verticale permet de développer le néocortex, le centre du langage. La station verticale permet surtout de libérer, émancipation, de libérer la main avec le pouce préempteur, donc qui permet de saisir les choses, qui provoque après des mutations anthropologiques, justement parce que on se nourrit différemment, on peut fabriquer des aliments évolués, on peut faire cuire la viande, on peut faire du feu avant. Et donc voilà, ce pouce-là, cette chose incroyable que l'on a, cette pince-là, c'est la station verticale, parce qu'on n'utilise plus les mains pour marcher à quatre pattes, que ce pouce naît finalement. Et c'est très important de voir que la première émancipation de l'homme, c'est ce fait de se tenir debout, et ça a même des résonances morales. Tiens-toi droit, tiens-toi debout, sois un homme, reste debout face au danger, reste debout. Pour la petite anecdote paléontologique, vous savez pourquoi on s'est mis debout, tout simplement c'est une question de climat. On a dû, en Afrique, des vagues de sécheresse ont fait disparaître les grands arbres. Les arbres étaient importants pour pouvoir monter et voir les prédateurs et lancer une alerte quand les prédateurs, les tigres à dents de sabre, les lions, arrivaient. On pouvait évidemment on pouvait donner l'alerte pour la horde. Et la disparition des arbres avec des herbes hautes, font que les animaux qui ont pu survivre, les grands singes qui ont pu survivre, ancêtres de l'homme, étaient ceux qui parvenaient à tenir debout et même à marcher debout pour dépasser les grandes herbes et voir au loin les prédateurs. Et par sélection naturelle sur des centaines de milliers d'années, hein, la sélection naturelle c'est sur du très long terme, eh bien la station verticale est venue comme ça. Donc c'est intéressant de voir que le climat change la nature même de l'homme, évidemment. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Évidemment, après, il y a eu d'autres émancipations. Bauman en parle très bien. Il y a eu l'émancipation par rapport aux instincts, avec la création du désir, la possibilité d'ajourner sa satisfaction, de ne jamais être satisfait. Et tout ça, évidemment, entraîne le progrès, la notion d'amélioration, d'utopie, d'idéologie, de monde meilleur, d'espérance, de religion. Voilà, tout se met en place. Et puis le paradoxe que souligne Zygmunt Bauman, c'est évidemment que les hommes se gouvernent d'autant mieux qu'on les abandonne à eux-mêmes. Dès qu'on veut les diriger avec des lois, eh ben, ils ne respectent pas ces lois, ils sont révoltés. Dès qu'on impose un ordre aux êtres humains, ils vont le défier, ils vont résister. Et donc, d'où cette société en crise, après les années 70, quand les cadres éclatent, on entre dans une logique, finalement c'est une sociologie de la crise, et on entre dans une idée où les grands discours, les grands récits étatiques, religieux, finalement ne comptent plus, et tout est en changement permanent, ce qu'il appelle la société liquide, une société où les repères sont multiples, où l'individu est profondément rivé à la case consommation, hein, c'est le consommateur, et tous les choix vont se faire selon cette notion de consommation, avec un besoin, la fameuse dialectique entre la sécurité et la liberté. Voilà. Donc, la société liquide, pour moi, ça reste quand même du postmoderne. Ce que je veux voir avec vous, c'est qu'on a dépassé le statut de la société liquide ou de la société fluide pour arriver dans une autre époque. Une époque qui est déjà là, que je pointe avec vous pour la première fois avec ce nom, non pas d'hypermodernité,
mais de cybermodernité. Donc l'hypermodernité, c'est Lipovetsky, vous connaissez, l'importance du retour à l'instinct. Oui, non, mais il ne faut pas que j'entre dans le débat puisqu'il y aura une demi-heure de questions-réponses à la fin. Mais je vois vos messages, hein, n'hésitez pas à écrire, ça m'encourage. Et puis si vous likez, ça m'encourage aussi. Hein. Si je vois des petits cœurs ou des petits pouces défiler, c'est encourageant. Alors je vais vous lire un disciple de Bauman qui s'en inspire, sans le dire d'ailleurs, c'est un petit canaillou. C'est un philosophe canaillou qui provoque beaucoup, avec des thèses parfois très conservatrices et qui sentent vraiment pas bon, mais qui peut être inspirant. En tout cas, il a sorti un truc que je vais vous lire. Donc, il s'agit de Slavoj Zizek. Je sais que vous le voyez à l'envers, je suis désolé. Ça s'appelle Vivre la fin des temps. Voilà, un gros livre, hein, je vous épargne. Donc, un livre qui est sorti, boum boum, je vous donne la date. En 2010, Flammarion, Bibliothèque des Savoirs. Voilà, Slavoj Žižek. Voilà. Et donc, ce philosophe marxiste, qui se revendique comme tel, et lacanien, qui se revendique comme tel, explique un peu comment les marques sont arrivées, l'idée de l'individu consommateur donc, que je mentionnais, est arrivée à un paroxysme de liberté de choix. Profondément, donc l'ordre crée le désordre. On parle après, hein, n'oubliez pas, et ceux qui viennent d'arriver, le principe c'est une conférence et puis une demi-heure de questions-réponses, mais notez bien les choses et discutez entre vous. Voilà, la liberté de choix, évidemment ça va être compliqué, mais retenez bien ce mot, la liberté de choix, parce que dans la cybermodernité, cette liberté de choix atteint son paroxysme. Alors, il montre comment les marques ont besoin de moralité et ont besoin d'un surplus humanitaire. C'est-à-dire que lorsqu'on achète des choses chez les marchands, dans le marché, on a besoin de sentir qu'on est dans le camp du bien, dans le camp de ceux qui vont aider le monde, qui vont aider la terre finalement à se reboiser, que l'on lutte pour le commerce équitable, pour l'agriculture sans pesticides, contre la faim dans le monde. Et il montre comment cette moraline, vous connaissez le mot de Nietzsche, la moraline c'est mettre de la morale, c'est presque la substance même de la morale. Cette moraline innerve et est injectée par les marchands. Et il donne un exemple avec Pepsi Cola en 2009. Pepsi Cola qui atteint le summum de la liberté de choix. Je vous lis cet extrait. Donc, la densité sémantique, la charge excédentaire de signification sous laquelle ploient nos vies quotidiennes. Hein, c'est vraiment important cette idée qu'on est écrasé par le sens. On dit souvent qu'on est dans une société sans sens. Moi, je dis toujours qu'on est en perte de repères, mais pas de sens. Le sens, il y a un surplus de sens. On est dans le sursens, ça c'est mon mot. On est dans le sursens. On est le courage. Je vois pas trop ton truc. Là, je suis vraiment dans ma conf d'Orcast. Excuse-moi. Note les questions et à la fin, j'y réponds. Parlez entre vous, mais parlez entre vous. Commentez ce que je fais en dialoguant, mais là, je reste très concentré. J'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Donc, on n'est pas du tout dans une absence de sens. Souvent, ceux qui disent on est dans une absence de sens, ce sont des curés, entre guillemets, qui veulent nous vendre de la religion, du para-religieux, ce que j'appelle le salon zen, en me moquant un peu d'eux. C'est en fait du para-religieux, c'est de la religion. Voilà, donc ceux qui parlent d'absence de sens, merci Dorcas, ceux qui parlent d'absence de sens, finalement, veulent nous donner leur sens qui, au bout du compte, se résume toujours à un « aimez-vous les uns les autres, vive l'amour », une sorte de « aime ton prochain », voilà, aime ton prochain comme toi-même. Et quand vous voyez tous les discours, et je les fréquente parfois même en conférence, tous les discours de ces coachs et de ces curés, de l'amour entre hommes, finalement leur discours se résume à une phrase « il faut s'aimer les gars ». Voilà. Bon, ça va pas tellement loin dans l'analyse politique, c'est assez énervant à un moment. Et au bout du compte, ceux qui disent il n'y a pas de sens, on est en perte de repère, veulent nous mettre dans leur logique, dans leur logique très simpliste et dépolitisée. C'est surtout ça que je critique. C'est une absence de lecture politique des relations. Il y a de la pauvreté, il y a de la difficulté. On ne peut pas résoudre les problèmes économiques, les problèmes de différence
de vie, de différence, d'exploitation de l'homme par l'homme, en disant aimez-vous les uns les autres. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et surtout en le déclarant avec des stages de sorcellerie à l'appui, ça ne fonctionne pas. Donc voilà ce que je critique dans cette veine-là. Et vous allez voir qu'en cybermodernité, il y a aussi de la cybersorcellerie qui arrive, enfin elle n'est même pas cyber d'ailleurs. Et évidemment, plus on développe cette rationalité cybermoderne dont je vais parler, plus il faudra le retour des sorciers qui vous vendront du Harry Potter pour adultes avec des stages. Voilà. Donc, en fait, à mon avis, on n'est pas, bonsoir là, on n'est pas dans une perte de sens, on est dans une surmultiplication du sens, un sursens, un hypersens. Et ce qui est problématique, c'est qu'on a trop de sens à disposition, et nous, pauvres consommateurs de sens, on n'en peut plus. Et donc il y a une sorte d'inflation de sens. Donc voilà comment il dit ça, Slavoj Zizek, que je lis. Euh, la densité sémantique, la charge excédentaire de signification sous laquelle ploient nos vies quotidiennes, devient ainsi de plus en plus palpable. On ne peut même pas boire un café ou acheter une paire de chaussures sans se voir rappeler que cet acte est surdéterminé par l'écologie, la pauvreté, etc. PepsiCo, a poussé la manipulation de ce surplus humanitaire à un niveau inattendu de réflexivité. Non seulement on promet aux consommateurs qu'une part des profits de la compagnie sera versée, évidemment à une des causes humanitaires et autres, mais on leur demande des idées aux consommateurs sur la façon de dépenser l'argent avant de leur donner l'occasion de choisir par vote l'idée qui sera mise en pratique. Voilà. Donc, il cite l'annonce en page, l'annonce dans le magazine USA Today du 10 novembre 2009. Alors voici cette annonce Pepsi-Cola. Pepsi a toujours eu le souci de rafraîchir. Mais si, au lieu de simplement rafraîchir les gens, Pepsi aidait à rafraîchir le monde, on dirait du Macron. Il coupe un peu. Si vous avez une idée de la façon dont on peut améliorer le monde, que ce soit en sauvant, en créant ou en réparant quelque chose, c'est très flou, c'est vraiment du Macron, nous tenons à ce que vous nous en parliez. Si vous avez une idée, nous on veut rafraîchir le monde, voilà, si vous avez une idée, il faut nous en parler. Ensuite, vous voterez afin d'élire les meilleures idées. Pour permettre de concrétiser les idées gagnantes, nous mettrons à disposition des millions de dollars sous forme de bourse Pepsi Refresh. Voilà, c'est ça la cybermodernité, mes amis. C'est exactement ça dont il va être question dans la suite de cette conférence, c'est-à-dire un appel aux citoyens pour qu'ils fassent finalement cette discrimination du sens parmi tous les sens possibles, avec une sollicitation du vote en permanence. Ce n'est pas du tout le vote politique et démocratique, c'est le vote des consommateurs. Et Slavoj Zizek commente, ainsi l'excédent de sens donc, s'ouvre-t-il à nous, les consommateurs. L'acte de consommer nous donne du même coup la liberté de choix concernant l'engagement idéologique qu'il nous plaira d'exprimer. Oui, Pepsi ne s'engage pas, n'a pas de valeur. Il ne dit pas c'est pour le reboisement ou c'est pour contre la faim dans le monde. Il dit juste proposez-nous des idées, vous voterez et puis on mettra du fric Pepsi Refresh dans la machine. Donc on voit bien, c'est une sorte de crowdfunding de marque. Voilà. Et évidemment, tout ça passe par les canaux Internet. Hein. C'est pour ça que c'est cyber, c'est cette communauté, cette idée de fédérer des communautés et puis de leur donner du pouvoir d'achat pour qu'elles achètent la moralité de l'époque. C'est évidemment, ça passe par les réseaux sociaux. Alors, où je veux en venir, ce qui est intéressant, dit Macron, ce qui est intéressant, c'est que Zygmunt Bauman et même Slavoj Zizek sont des sociologues et des philosophes de la crise. Ils analysent la crise. Ils analysent la crise parce qu'ils restent marxistes profondément. Et qu'il faut pour un marxiste qu'il y ait crise pour qu'il y ait conflit entre classes sociales, conflictualité. Et d'ailleurs, Slavoj Zizek, plusieurs fois, s'alarme de voir que ce monde n'a pas assez d'aliénation. Cette société est trop fluide selon lui, et en bon marxiste, ce qu'il veut, c'est justement qu'il y ait du conflit avec des choses qui ne soient pas fluides. Il n'y a pas pire pour un marxiste que la fluidité.
Il faut au contraire qu'il y ait des blocs qui s'affrontent, des identités très précises, des classes qui s'affrontent, et pour que ce conflit, le marxisme étant une idéologie de guerre, hein, de guerre, on va dire de guerre des clans. Il faut qu'il y ait du conflit pour que ça puisse fonctionner. Donc, je me souviens, c'était dans l'émission, je crois, Ce soir ou jamais, où Slavoj Zizek disait nous avons besoin de plus d'aliénation, parce qu'il est aussi lacanien, et lacanien, c'est le maître. Lacanien a besoin de cette qu'il y ait du surmoi et des carcans pour pouvoir justement les refluidifier. Voilà, donc c'est la même logique. Moi, ce que je vais essayer d'amener avec vous dans Sens Aigu, dans ce cycle de conférences néopolitiques, c'est justement une philosophie de la crise continue. Je ne veux pas chercher une sortie de crise. Pour moi, ce n'est pas une crise, et ce n'est pas non plus le fameux changement de paradigme que tous les nouveaux sorciers nous vendent, en disant nous entrons dans l'ère du Verseau, l'ère du Sagittaire, je ne sais plus, l'ère du Poisson, enfin ils inventent. Voilà, à chaque fois, il y a la nouvelle ère promise, et puis évidemment, ça va nous illuminer, ça nécessite un changement de mentalité, et encore une fois, d'aller prendre des stages de comportement. Voilà. Donc moi, pas du tout. Ce que je veux essayer de vous montrer, c'est que justement, la société, elle cesse d'être fluide, d'être liquide, parce que cette crise continue, cette philosophie de la crise continue que je vais développer avec vous dans Sens Aigu, nous amène à l'idée d'une modernité tout à fait nouvelle qui va aller par comment dire, comment vous expliquer clairement ce que je veux vous dire, par la distinction salutaire ou ensorcelante entre deux modalités d'implication existentielle, la modalité réelle et la modalité virtuelle, appelons-la comme ça. Et ces deux modalités feront nos vies, elles font déjà nos vies. Nous passons du temps et de l'énergie, d'ailleurs en ce moment même, ceux qui sont connectés, les 30 qui y êtes connectés, et les milliers qui vont nous regarder en replay, et si vous partagez, on sera plus que 30 dans ce live, donc n'hésitez pas à faire une petite dose de partage. En ce moment même, nous sommes dans une réalité virtuelle. C'est réel parce que nous sommes réellement là et nous discutons réellement. Personne ne peut nier la réalité de notre discussion. La réalité, même si c'est en vidéo, c'est du réel, mais ça passe par un canal virtuel. Et le temps que nous passons, est-ce que c'est du temps à mettre sur le compte de la réalité ou sur le compte de la virtualité? C'est la question. Et la réponse de la cybermodernité, c'est que ces deux temps fonctionnent ensemble. Et donc, on a à la fois une schizophrénie de nos vies, puisqu'il y a de l'énergie qui passe dans le réel. Quand je vois un ami, que je lui masse les épaules parce qu'il va mal, quand je vois un groupe d'amis et que je regarde un match de foot, ou quand je... Voilà, il y a du réel, heureusement, il y a du réel quand vous vous occupez des amis, des enfants, d'éducation, de conférences, c'est du réel. Et il y a aussi le virtuel. Et souvent, dans l'hypermodernité, on surfait de l'un à l'autre. On était un coup, hop, dans le virtuel, on envoyait nos mails, on regardait des trucs de la télévision, et puis on était dans le réel, on devait travailler, aller au travail, etc. Mais dans la cybermodernité, le virtuel et le réel sont des régimes qui vont se superposer, non pas se confondre, enfin se confondre, oui, puisque c'est superposé. Cette idée-là, cette idée d'une superposition de l'intelligible et du sensible, sensible au sens de monde sensible que je peux percevoir par mes sens, évidemment, ça nous renvoie à la philosophie que vous connaissez bien, la philosophie de Platon. Pour Platon, il y a je dirais, deux angles d'attaque pour comprendre le monde, le cosmos. Il y a deux lieux. Il appelle ça des topoi, hein, Platon, et certainement pas des mondes. Il n'utilise pas le mot cosmos, il utilise le mot topos, qui signifie le lieu, qui donne le mot utopie. Très important, parce qu'en terminale, la plupart des professeurs, n'ayant pas trop lu Platon en grec, nous disent qu'il y a un monde sensible et un monde intelligible. C'est une erreur totale. Il n'y a pas de monde sensible et intelligible chez Platon, il y a des lieux, il y a des topoi. C'est-à-dire que, ça veut dire une chose très simple, le sensible, c'est-à-dire le bleu, le rouge, le dur, la
viande que j'ai là, enfin j'ai pas de viande, hein, mais c'est un exemple, le sensible, le toucher, etc., cohabitent en même temps, dans le même monde, avec l'intelligible, c'est-à-dire les mots, la pensée, les idées, les formes, voilà. Et donc tout ça, ça va ensemble. Là, en ce moment, nous vivons un amalgame de sensibles. Vous me voyez avec vos yeux, il y a des images, il y a des pixels qui brillent, vous m'entendez avec vos oreilles, donc on est bien dans le lieu, l'angle d'attaque sensible, et en même temps, il y a de l'intelligible, puisque vous êtes en train de réfléchir, vous imaginez des idées, des concepts que je vous donne, la cybermodernité, la fluidité, le surplus humanitaire. Et donc, c'est en même temps, et ça c'est vraiment la philosophie de Platon bien comprise, c'est un réalisme, le platonisme, c'est un réalisme, ça parle du réel. Et on n'est pas du tout dans un idéalisme, on n'est pas du tout dans une sorte d'idée que le monde, c'est le monde des idées qui prime. Ça, c'est Plotin à la rigueur. Mais Platon n'est pas du tout, je dirais, idéaliste, contrairement à ce on fait mal parler Platon. Et donc vous comprenez qu'en fait, c'est Platon, c'est la cybermodernité, c'est la réalisation du platonisme à l'heure des technologies de communication de masse. Voilà, alors, donc comprenez bien, hein, nous allons être à la fois systématiquement dans le réel et le virtuel. Et ça se voit de façon anecdotique, mais ça permet de bien comprendre. Quand vous avez une adolescente qui vous écoute parce que vous lui parlez, tout en bidouillant son smartphone, en faisant un coup de Snapchat, un coup d'Instagram, un coup retouche de photos et un coup je discute avec 15 personnes en même temps, tout en vous parlant, nous avons exactement, de façon un peu anecdotique et triviale, la situation de la cybermodernité. Elle est à la fois avec nous et à la fois elle n'est pas là. Elle est à la fois en train de discuter et à la fois elle est en train de nous parler. Alors on en souffre nous parce qu'on n'a pas encore les schèmes mentaux qui permettent une grande agilité dans ce virtuel réel. Mais en fait, la prochaine génération, on est sûr qu'ils l'auront. Nous, on est des dinosaures, mais on est voué à disparaître avant eux. Et donc, nous aurons un régime que j'appelle la cybermodernité, qui est un mix continu de réel et de virtuel, exactement comme pour Platon, la réalité était un mixte d'intelligible et de sensible. Voilà, ensemble. Alors, cette cybermodernité, bien sûr, le mot cyber, il va falloir l'analyser. Cyber vient évidemment du grec Kubernetes. Kubernetes, c'est le pilote, celui qui gouverne, le gouvernant, comme on parle de gouvernance. Et d'ailleurs, la racine gouvernail donne le mot kuber. Kuber, c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi je roule le R d'ailleurs, on ne parle pas le grec ancien en roulant les R, mais bon, excusez-moi. Voilà, kuber. Donc le Y et le U font bon ménage quand on traduit l'Y, vous savez bien. Gouverner et cyber, c'est la même racine. C'est l'art du commandement. La cybernétique remonte dans les années 50, 47, sa date de naissance exacte. C'est un mathématicien américain, Norbert Wiener, qui a défini cette idée d'une science des mécanismes qui s'auto-gèrent, qui s'auto-gouvernent, à la fois des mécanismes vivants, un banc de poissons, il y a des logiques dans un banc de poissons, il y a des logiques dans des courants marins, il y a des logiques dans la météo, il y a des logiques dans des papillons. Dans n'importe quel organisme, il y a une structure. Évidemment, le structuralisme est totalement lié à la cybernétique. Il y a des structures que l'on peut analyser. Il y a une rationalité structurante de tout organisme vivant et aussi une rationalité ô combien structurante de toute création robotique, la machine, les robots, l'intelligence artificielle. Et donc, dans les années 50, on est voilà dans les années 50 on a cette réflexion post-Seconde Guerre mondiale où on se dit que l'humain, y compris avec de la grande culture, la musique, la philosophie, a été capable du pire, c'est-à-dire d'utiliser la modernité pour faire un génocide, parce que c'est quand même ça la Seconde Guerre mondiale. On les a pas tués à la machette comme dans le Rwanda, on les a tués avec des organisations dans les déplacements et une véritable rationalité mise au service de la mort. C'est ça. Donc on était dans la modernité et on faisait de la barbarie la pire, c'est une sorte de barbarie sans nom, avec l'apport de la modernité.
Et donc, l'école de Palo Alto, enfin tout le courant cybernéticien s'est dit, on a besoin que la machine vienne aider l'homme qui est capable de délire pour apporter une autre forme de rationalité, celle de l'ordinateur, celle des statistiques, celle de la prévision, celle, notamment le mot le plus important de la cybernétique, c'est la rétroaction. Vous connaissez ce mot sous le mot de feedback. Et d'ailleurs, on se dit, fais-moi un feedback. Dès que vous demandez, après une réunion, de faire un débriefing et un feedback, vous êtes des cybernéticiens. Hein. On pose une chose et on voit comment ces implications dans le monde, sous forme de rétroaction, agissent. Et donc la cybernétique, c'est cette science de tout ce qui est piloté, de tout ce qui est commandé, de l'électronique en passant par la technologie de l'intelligence artificielle, en passant par le vivant. Voilà, organisme, structure, automatisation et autorégulation. Voilà grosso modo cette science qui est évidemment par nature transdisciplinaire. Évidemment, toutes les disciplines sont convoquées, les mathématiques, la physique, la météorologie, la philosophie, la psychologie, l'école de Palo Alto, voilà. Et il y a même une sorte d'existentialisme cybernéticien. Donc, ce mot qui a l'air un peu barbare, forgé dans les années 50, est notre réalité aujourd'hui. C'est à travers la cybernétique que l'on conçoit le monde. On parle notamment de néolibéralisme, mais en fait on devrait parler de cybernétique. Le néolibéralisme, selon moi, c'est ma propre lecture, n'est que l'application de la cybernétique aux politiques et à l'économique. Et avec des liens de l'idéologie, parce que la cybernétique est aussi une idéologie. Vous savez, j'en ai parlé dans ma vidéo live d'hier, Philharmonie 1, que je parle de thumétique. Eh bien, c'est pour ça que je prends le X, et le thumétique s'oppose au cybernétique. C'est pour ça que je reprends cette même terminaison. Évidemment, le problème de la structure, c'est qu'elle ne prend pas en compte l'énergie, l'impétuosité, la partie irascible, la colère. C'est très très dur. Dès qu'on est dans l'impétuosité, c'est très très dur de pouvoir réfléchir en termes de structure. Et mai 68 l'a bien rendu, puisque critiquant des structuralistes comme Althusser, vous avez des beaux slogans sur la Sorbonne, je crois, sur les murs de la Sorbonne ou de la rue d'Ulm. Altu sert à rien. Voilà, Altu sert à rien. Les structures, ça sert à rien. Les structures ne descendent pas dans la rue. Voilà un autre slogan de mai 68. Les structures ne descendent pas dans la rue. C'est intéressant parce que dans Son Ségur, j'essaie de rénover totalement le logiciel politique qu'on peut avoir. On fera plusieurs numéros. Et c'est intéressant de voir que, évidemment, la question de la structure va éclater. Donc la cybermodernité a la même racine que cybernétique, et ce n'est pas pour rien. Il est évidemment question de gouvernance du réel même, de notre implication dans le réel. Et puis il est évidemment question d'autorégulation. On n'est plus dans une logique d'appareil, on l'a bien vu d'ailleurs avec cette élection, ce qui a été éclaté par Macron, on peut lui donner quand même ça, par la start-up Macron, ce qui a été éclaté, ce sont justement les appareils, les structures rigides. Emmanuel Macron, vous pourrez la tweeter cette phrase, Emmanuel Macron est le premier homme politique cybermoderne de la Ve République. Voilà. Nous sommes en cybermodernité. Nous sommes cybermodernes, c'est pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes cybermodernes. C'est-à-dire que tout ce qui est appareil lourd a éclaté et on est dans quelque chose qui est à la fois virtuel. C'est un président qui va être virtuel, on le sait bien. Il est là, d'ailleurs lui-même incarne une espèce de virtualité transparente, translucide, j'ai envie de dire. C'est à la fois transparent, mais il y a toujours des choses cachées. J'adore ce mot translucide, parce que quelque chose de translucide, outre l'acception et occulte, qui signifie qu'on est extravoyant, extralucide, mais translucide, il y a cette idée de quelque chose qui apparaît de façon diaphane, qui transparaît, on arrive à voir des formes, on arrive à voir des couleurs, mais on n'arrive pas à voir avec précision. Et Macron est le premier président translucide de la Ve République, et il est cybermoderne en cela. Pour moi, on n'est pas dans une société fluide,
Et l'hologramme, oui, tout à fait, il a essayé, non mais c'est passionnant. Réserve ça pour la discussion païenne, parce que c'est vraiment passionnant. Et je crois vraiment que c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Effectivement, il a essayé. Et d'ailleurs, c'est parce que l'équipe de geeks qui était avec lui, Jean-Luc Mélenchon, avait compris. Ils étaient cybermodernes, ça c'est sûr. Lui, il ne l'est pas. Le problème, c'est que lui, il ne l'est pas. C'est tout le problème de Mélenchon. C'est qu'il est entouré d'individus hyper cybermodernes, mais lui est absolument un homme d'appareil. Et d'ailleurs, ça se voit. C'est tout le hiatus, justement, entre. Et c'est pour ça que c'est aussi électrique autour de Jean-Luc Mélenchon, parce que ceux qui le soutiennent, la plupart sont dans une logique cybermoderne, qui est en fait une logique de Macron. Ils sont dans une logique, la société civile s'organise, autorégulation, feedback, on utilise les nouvelles technologies, le jeu vidéo, les hologrammes, mais lui-même, même s'il utilise ça, il a de la condescendance envers ça, et lui-même, dans ses structures mentales, on voit bien ce qu'il fait à Marseille, voilà, il n'est pas du tout au goût du jour. Alors que Macron, il n'est peut-être pas entouré de cybermodernes, hein, je ne pense pas du tout que les banquiers et les financiers qui sont derrière lui sont... Oh, quoique, la cybermondanité, avec les flux d'argent, a beaucoup de liens avec ça. Mais n'allons pas trop vite. N'allons pas trop vite. Payen, garde-moi ta question pour la fin. D'ailleurs, j'ai le droit à 1 heure. Attendez, je regarde un peu l'heure. Oui, j'ai le droit encore à un quart d'heure. Donc, un quart d'heure de conférence. J'ai tellement de choses à vous dire que ça va être compliqué. Alors, dans la cybermondialité, il y a plusieurs facteurs que j'aimerais voir avec vous. Ce qu'on a vu avec Coca-Cola dans l'exemple de Slavoj Zizek, c'est la cybermodernité. C'est-à-dire que les marques ne vont plus exister en termes de communication avec des valeurs de marque qui seront diffusées auprès des clients. Les marques, ce seront les clients qui vont les gorger de leur sens, de leur sensibilité humanitaire, de leur vote, de leurs idées. Nous aurons une inversion, merci Janine, nous aurons une inversion des choses. C'est la communauté virtuellement connectée, mais réelle quand même. C'est la communauté qui va gorger les marques. C'est la communauté qui fera la marque. C'est la communauté qui fera l'institution. C'est la société civile qui fera l'institution. Et donc, dans la cybermodernité, on aura fondamentalement cette intelligence connective. C'est d'ailleurs Coca-Cola dans l'exemple, Pepsi-Cola dans l'exemple que j'ai donné avec Slavoj Zizek. Pepsi-Cola dit tout simplement, vous êtes plus intelligents que nous, chers consommateurs, vous allez trouver l'idée pour rafraîchir le monde, c'est-à-dire sauver le monde, ils font le parallèle, vous allez voter pour voir quelle est la meilleure idée pour sauver le monde, et nous allons donner les moyens. C'est du macronisme. C'est ça le macronisme. Le macronisme, c'est ça. Je suis transparent, je n'ai pas de programme, mais je me fais financer. Et donc, je propose des choses, et c'est ceux qui me financent qui vont avoir ma politique. Moi, je suis juste quelqu'un qui va être disponible, et Macron est disponible, auprès de ses clients, tout simplement, auprès de ses clients. Il est dans une logique de banquier cybermoderne, en l'occurrence. Et c'est ce qu'on aura. Donc l'intelligence connective, on va faire un petit point un peu sur en quoi elle consiste. Il ne s'agit pas d'être physiquement présent dans le même espace. Donc l'intelligence connective, c'est ce qu'on fait en ce moment. Sur Dream Tanks, le week-end prochain, on va faire renaître Dream Tanks, les agoras vidéo citoyennes. C'est des agoras vidéo, on n'est pas ensemble. Et d'ailleurs, la force de ces agoras, c'est justement qu'on n'est pas ensemble, ce qui évite de mettre son ego en avant, ce qui évite de mettre la sexualité en avant, ce qui évite de mettre les jalousies. Voilà, on est virtuel, on est dans le virtuel au niveau de la communication. Amazon fonctionne comme ça, tout à fait. Kevin, je vois que tu vas bien discuter avec nous après. Et à la fois, on n'est pas isolé, on n'est pas dans l'individu. Dans l'hypermodernité, tel que Lipovetsky, dans l'ère du vide, je crois, l'a défini, il s'agit d'individus hyper esselés. Et même Castoriadis, dans La montée de l'insignifiance, Carrefour des labyrinthes, explique que le grand problème, c'est l'hyper-individualisme. Mais la différence avec l'hypermodernité, c'est que dans la cybermodernité, on n'est plus du tout dans l'individualisme. Parce que les individus partagent. Ils partagent leur vie, ils partagent leurs ressentis, ils partagent leurs idées, c'est ce qu'on fait en ce moment même. Ils partagent leur point de vue, ils partagent leur identité. Ils sont dans le partage constant, non-stop. Les identités cybermodernes sont des identités qui sont quasiment co-construites par une communauté, à tel point qu'il n'y a pas un individu avec son identité face aux autres, il y a un individu fabriqué par son groupe
connecté, cette intelligence collective, cette sorte d'écosystème connectif qui fait l'identité de l'individu. Alors il envoie des signaux, tiens j'ai mangé un sandwich, tiens je prends des vacances à Ibiza, tiens regardez quelle coupe de cheveux vous préférez. Voilà. Il envoie des signaux de ce qu'il est dans le réel, mais c'est des signaux virtuels qui finalement sont destinés à sa communauté, mais il y a un phénomène de feedback. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement regardez-moi, je suis beau, c'est regardez-moi, qu'est-ce que vous en dites et je vais vous écouter. Exactement le macronisme, exactement le cybermoderne. C'est-à-dire que la communauté, par mode de rétroaction, agit sur l'individu. Donc ce n'est pas simplement une communication unilatérale où l'individu communique ce qu'il est, je t'envoie mes photos de vacances. Bon voilà. Ça c'est l'hypermoderne. Je suis tout seul et je t'envoie des photos de vacances. Mais le cybermoderne, c'est je t'envoie des photos de vacances, tu me dis ce que tu en penses et ça m'aide à juger mes propres vacances. Ça m'aide à savoir si je dois retourner dans ce lieu l'année prochaine ou si je dois changer le lieu parce que tu m'en proposes un autre. Et donc un dialogue s'instaure dans toutes les libertés de choix de ma vie. Et c'est ça la cybermodernité, vous comprenez c'est que je me construis identitairement, existentiellement, à tous les niveaux de mon existence, dans un système. Donc je parlais de vision systémique. Mais là, c'est carrément une existence systémique. C'est pour ça que je parle d'écosystème. Ou on pourrait même dire d'égo-système. Puisque mon ego, mon moi, est composé de l'intelligence connective de ma communauté. Et les individus, maintenant, vont plus se définir par leur communauté que par eux-mêmes. Exactement la logique des espions. Pour connaître quelqu'un, tu dois savoir avec qui il est entouré dans son premier cercle et dans son deuxième cercle, et interroge le deuxième cercle parce qu'ils ne veulent pas protéger l'individu, alors que le premier cercle voudra le protéger. C'est la logique de toutes les enquêtes de la Gestapo, en passant par Thierry Ardisson. C'est comme ça qu'il arrive à avoir des informations sur ses invités. C'est on interroge le deuxième cercle, qui peut d'ailleurs être jaloux du premier cercle, et donc balancer, qui a accès au dossier de l'individu, les dossiers cachés, les choses peu recommandables, et à la fois qui n'a pas un devoir de loyauté envers l'individu. Parfois, il ne le connaît même pas, il ne connaît que par personne interposée. C'est un travail de journaliste aussi, les journalistes fonctionnent comme ça. Interroger le deuxième cercle est très fructueux. Et là, donc voilà, donc je parlerai d'égo-système et pas d'écosystème. L'égo-système, c'est l'identité qui est composée par ces échanges constants, virtuels. On est dans la cybermodernité, virtuelle, et on n'est pas du tout, j'insiste, dans l'hyper-individualisme. On est dans autre chose, de totalement nouveau, qui passe par les smartphones. C'est ce que j'appelle la cybermodernité. Alors, cette intelligence connective, qui est extrêmement redoutable, un individu tout seul sera moins intelligent qu'un individu tout seul avec son smartphone et sa communauté. C'est ça, l'intelligence connective. L'intelligence individuelle, c'est ce que j'ai appris à l'école par cœur. L'intelligence collective, c'est quand je suis en groupe, comment je me débrouille. Très important, mais il faut que je sois en groupe, avec des gens autour de moi. L'intelligence connective, c'est je suis tout seul, mais avec mon smartphone, avec Internet et avec ma communauté. Et donc, je peux construire, faire avancer mon écosystème qui est plus performant en termes de choix, d'intelligence et de compréhension du monde que moi tout seul ou que moi dans le groupe. C'est extraordinaire. Et ce sont vraiment les jeunes, et sans qu'ils le sachent comme ça, c'est vraiment les jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans, 15 ans, qui sont dans des écosystèmes ultra performants. Nous, on est encore un peu vieux. J'essaie d'être un peu, de faire de la philosophie voilà, mais mon écosystème, mon identité ne s'est pas construite comme ça. Donc j'ai vraiment une identité, une intelligence, une vision du monde individuelle et collective. Mais les jeunes qui arrivent là, ils ont vraiment plus d'intelligence en étant connectés que seuls. Et c'est pour ça que c'est un drame. J'aime bien mettre des petits clins d'œil triviaux. C'est pour ça que c'est un drame quand ils sont dans un camping en vacances et qu'ils n'ont pas de connexion Internet. Parce qu'il en va de leur identité même. Il en va de leur intelligence même. Il en va de leur capacité à affronter la vie sans s'ennuyer. Voilà, et il en va de leur attention au monde. Et donc si vous leur enlevez ça, vous leur enlevez leur personnalité profondément. Voilà la cybermodernité. Alors, c'est pas que ça, mais je manque de temps, c'est tellement passionnant comme discipline, la cybermodernité. Il y a ce que j'appelle le deep curse, C-U-R-S-E. Le deep curse, deep c'est profond, et curse c'est l'envoûtement, la malédiction, le sort, la sorcellerie. Le deep curse, l'envoûtement profond,
c'est ainsi que je définis en un seul concept cette sorte de nouveau paradigme de la relation au monde et aux autres, qui passe par les réseaux sociaux, par Internet et par cette virtualisation de l'existence, et qui est comme un envoûtement parce qu'on n'est plus présent. On est dans un vertige continu ou une sorte de dépersonnalisation, repersonnalisation dans ce rapport qu'entretient l'ego, le moi, avec l'écosystème, justement, autour de lui. Et ça, c'est un envoûtement. Alors vous me direz, curse, ça peut être conçu comme quelque chose de négatif. Une malédiction, c'est jamais sympathique. Mais j'insiste sur ça, parce que je pense que la cybermodernité est confrontée à cette sorte de pathologie sociale nouvelle, que j'appelle le deep curse en insistant sur le côté négatif. Et donc, effectivement, c'est un peu négatif. J'y vois une véritable pathologie. Déjà, des intellectuels comme Pierre Thuillier, dans La Grande Implosion, expliquait en termes très virulents et poétiques comment, de quoi pourrait mourir l'Occident. Ce livre est juste un petit bijou. La Grande Implosion, sorti chez Fayard, je crois en 95. La Grande Implosion de Pierre Thuillier, rapport sur l'effondrement de l'Occident, 1999-2002. Alors, je répète, hein, il écrit ce livre en 95 et il fait un rapport. C'est la science-fiction, c'est la philo-fiction. Il imagine une société future, on est en l'an 2100 et quelques, qui fait un mémoire d'histoire racontant l'effondrement de l'Occident en 99, c'est-à-dire 4 ans après 95, la date où il a écrit ce livre. Ça va, vous suivez? Pour moi, c'est un maître. Et j'utilise le même procédé dans un de mes livres, Magique étude du bonheur, où à un moment du livre, le génie qui me questionne me fait lire le livre que j'écrirai à 73 ans. Voilà. Et donc on est dans cette logique-là. Et ce qu'il dit dans ce livre, c'est que l'Occident est mort parce qu'il a cessé d'être dans une posture d'imagination et que les marchands occidentaux ont totalement tué cette capacité de réflexion et de culture. Le système culturel marchand n'est pas la véritable culture. Et du coup, voilà. Alors je vous lis un peu un extrait de Pierre Thuillier. L'originalité de l'Occident était là, dans cette prise de pouvoir opérée par le marchand médiéval au sein des villes à partir du XIIe siècle. Les idéaux du bourgeois, de façon toujours plus nette et plus profonde, allaient structurer l'ensemble de croyances et de pratiques auxquelles les modernes donneraient le nom de civilisation. On voit dès lors ce qu'a été la ville occidentale, une manière originale de rompre avec la campagne, avec le monde rural. Et il montre, dans les anciennes cités du monde gréco-romain ou de la Chine, les commerçants, les artisans, les banquiers et les notaires n'avaient pas occupé une position prééminente. Ils avaient beau être riches, cela ne faisait pas d'eux les suprêmes représentants de leur civilisation. Aujourd'hui, le suprême représentant de notre République est un ancien banquier, donc on voit bien l'écart. En Occident, au contraire, la révolution urbaine avait assuré le triomphe non seulement économique, mais culturel des marchands, des hommes d'affaires, des manieurs d'argent. Regardez comment ça résonne aujourd'hui, ce 14 mai 2017. Hein. Je répète, en Occident, au contraire, la révolution urbaine avait assuré le triomphe non seulement économique, mais culturel des marchands, des hommes d'affaires, des manieurs d'argent. Justement, consciemment ou non, ils étaient devenus les créateurs et les hommes de raisonnement et leur manière de vivre s'étaient progressivement imposés à tous. Magnifique livre qui montre que la cybermodernité va avec la ville, avec l'urbain. Et le deep curse dont je parle, c'est justement la possibilité d'une abstraction par rapport à sa position dans le monde, où on entre dans des circuits totalement commandés et totalement analysés. On ne parle pas des big data, mais on pourrait en parler, et qui va concevoir vraiment l'individu dans ce que certains pourraient appeler un cyber-narcissisme. Moi-même, j'ai utilisé ce néologisme,
mais en fait, c'est un système où on est toujours où la présence est totalement impossible. On ne peut plus, dans les générations futures, la présence sera une multiprésence, une démultiplication de la présence sur tous les canaux de la virtualité. Voilà Deep Curse. Le Deep Curse, de façon triviale, c'est que quand vous êtes dans un bus, les individus sont sur leur smartphone. C'est ça le Deep Curse. C'est-à-dire que vous voyez des zombies, et Stromae l'a bien montré dans son clip Carmen, vous voyez des zombies qui sont... voilà, le clip Carmen de Stromae est exactement ce que j'entends par le Deep Curse. C'est une vision noire, dystopique, qui rejoint d'ailleurs le cyberpunk, cette vague culturelle et artistique très dystopique, c'est-à-dire une utopie absolument sombre, violente, où la technologie est prédominante et les rapports de force passent par les canaux de la virtualité. Voilà, donc le Deep Curse, évidemment, est une sorte de pathologie de l'intelligence connective, ou plutôt sa face sombre. Et puis, pour moi, ce qui est d'abord, avant le Deep Curse, dans nos villes, dans nos bus, où les gens sont absorbés dans leur smartphone, ou dans leurs préoccupations liées à la communauté virtuelle, il y a d'abord, je dirais, du pré-Deep Curse, quelque chose qui annonçait ça, au niveau le plus intime de l'être humain, au niveau même pas de sa vie ordinaire, le travail, mais au niveau de ses pulsions de base. C'est la pornographie. La pornographie, pas n'importe laquelle, la pornographie de masse en accès gratuit illimité. Ça, cette révolution énorme qui est sous-analysée aujourd'hui, et qui est à chaque fois impossible. Il est impossible de dire ce que je suis en train de vous dire sur un plateau de télé ou avec des intellectuels, je dirais, modernes, mais pas cybermodernes. La pornographie, c'est la première expérience aujourd'hui des jeunes, notamment des garçons, la première expérience donc d'éducation sexuelle à travers la virtualité pure. Et avec tous les paradoxes de la virtualité, c'est-à-dire des choses totalement délirantes, déformées, exagérées, outrées, oniriques, virtuelles, une impossibilité totale de s'identifier, l'identification vole en éclats. Et dans cette pornographie en accès libre, et même des stars, des ex-stars de la pornographie comme Ovidie dénoncent ça, Brigitte Lahaie dénonce une certaine pornographie comme ça. C'est pas être réactionnaire que de dénoncer ça, puisque même ceux qui faisaient ce métier voient que là, il y a une dérive extrême. Et c'est mettre nos enfants en danger. Et je parle comme un conservateur dans les années 80 lorsqu'il y avait des magazines pornographiques. Je suis désolé, parce que ce n'est pas du tout le même angle d'attaque. Je ne critique pas du tout la pornographie. Grande longue vie à la pornographie, bien sûr. Mais je critique l'accès virtuel, gratuit, direct, mais surtout le mode de consommation de la pornographie. Quand vous êtes jeune, que vous avez 12-13 ans, que vous éveillez au monde de la sexualité, avec tous les points d'interrogation que ça suscite, et que la tête se met parce qu'il y a une pression entre jeunes, c'est très dur de prémunir, et il faudrait les prémunir. Il faut les prémunir par un discours, je dirais, philosophique là-dessus, au sens de philosophie en acte et appliquée. Quand le jeune qui s'éveille à la sexualité plonge dans la pornographisation de ses instincts, il plonge dans la cybermodernité. Je ne parle même pas de cybersexualité, je parle vraiment d'un rapport totalement virtuel à un truc réel, des pulsions, un rapport au corps. Alors Fabien, je vais lire après, je crois d'ailleurs que vous avez raison, vous trépignez derrière votre écran, vous avez raison, parce qu'il y a une demi-heure d'échange. J'aimerais juste, sur cette idée de pornographie, vraiment c'est important. Il y a une émission qui s'appelle, une émission d'arrêt sur image, je ne sais plus dans le texte, ça s'appelle, avec Judith Bernard, qui m'interrogeait là-dessus et qui mimait l'indignation comme quoi je n'avais pas le droit de critiquer la pornographie. Je disais que c'était fascisant à l'époque, et je maintiens l'idée. C'est validé par beaucoup de choses. Et dans ce site, Arrêt sur image, pendant 1 heure,
Elle m'avait cuisiné là-dessus, enfin une heure, au moins un bon quart d'heure, en disant mais c'est formidable, la pornographie, ça exprime toute la possibilité, la palette humaine du désir. Voilà. Et elle faisait une sorte de truc délirant, alors que je parlais pas de la pornographie comme œuvre d'art ou comme expression de toute la palette humaine des possibles. Je parlais de la pornographie standardisée, industrielle, on pourrait dire, et totalement formatée, et qui formate, hein, normative, on va dire. Et je suis sidéré de l'immense complaisance des intellectuels à cet endroit-là, parce qu'il s'agit vraiment de formater le désir des jeunes. Et je suis sidéré quand je vois tous les intellectuels, par exemple les philosophes qui s'encanaillent en parlant de la pornographie pour se donner un petit côté pop philosophique, ils disent bravo à la pornographie. C'est hallucinant. C'est des mecs en général. Hein. Les femmes sont. Enfin, il y a des femmes aussi qui sont totalement pro la pornographie. C'est formidable. En général, c'est des femmes qui ont un gros problème d'ailleurs avec leur background sexuel. Les hommes, je ne sais pas. Mais c'est catastrophique. Et donc, il y a une sorte de fascination de l'intellectuel sur cet objet. Ils s'encanaillent. Et donc, je dis ça parce que sur ce site, il y a eu un débat, parce que Schneiderman n'était pas content de ma prestation, apparemment. Dans l'oreillette, il parlait à Judith Bernard en disant « Mais vas-y, rentre-lui dedans, c'est pas possible, vas-y, il n'a pas le droit de dire ça, etc. » Donc du coup, tellement énervé, il y a eu un débat. Arrêt sur Image a fait un débat suite à l'émission, vous pouvez lire. Et ce débat, ils m'ont mis des intellectuels, genre des boutonneux de la fac pour parler de pornographie, qui m'expliquent que c'est formidable, c'est la libération, etc. C'est hallucinant. Et vous avez ils n'ont pas compris, quoi. Ils n'ont pas compris ce que j'attaquais dans la pornographie, c'est-à-dire la pornographisation des instincts. Et l'opposé de l'émancipation. Moi, je suis pour une pornographie qui émancipe, mais pas du tout pour une pornographie qui formate. Voilà, c'est ce que je critiquais. Alors, je parle de pornographie, je parlais de vision systémique, je parle de cybermodernité. Il est évident que dans cette société translucide, parce que c'est comme ça que je l'appelle, pas rigide, pas fluide, pas liquide, pas solide, mais translucide. Nous sommes dans la société translucide, faussement transparente, hein, translucide, et qui arrive d'ailleurs de façon translucide, de façon extralucide, à lire dans nos pensées à travers la récolte des données que l'on laisse et le calcul, notamment de plus en plus par intelligence artificielle, pour essayer de nous cerner au plus près, comme le translucide au sens occulte du terme. Vous voyez, on parle de sciences occultes, de sorcellerie, je parle de deep curse. On est là-dedans avec ce mot de translucide. Nous sommes dans une société translucide. Nous avons un président translucide. On va voir politiquement ce que ça va donner. Et nous sommes dans une crise de la translucidité, de la lucidité, et voilà. Donc, parlons de l'amour. Parlons de l'amour et parlons justement de ce que ça peut être s'aimer à l'âge cybermoderne. Je quitte la pornographie et ça sera peut-être le mot de conclusion. Le mot de conclusion, oui, je vais devoir conclure. J'ai plein de choses à vous dire, mais je vais devoir conclure parce qu'il y a un débat avec vous. Je vais vous lire, pour finir cette conférence, un extrait d'un interview de Susan Sontag. Voilà, Tout et rien d'autre, une conversation avec Jonathan Cott. Voilà, c'est paru chez Climat. La traduction est excellente, en 2013. Voilà. Un interview donc très simple. Voilà ce qu'elle nous raconte, Suzanne Sontag. Voilà ce qu'elle nous raconte. C'est dans les années 80, l'intellectuelle la plus en vogue des États-Unis. Elle a écrit sur la photographie, la maladie comme métaphore. Voilà. Et c'était pour le magazine Rolling Stone. Elle écrit ça. Et vous allez... Voilà. Nous demandons tout à l'amour. Nous voulons qu'il soit anarchique. Nous voulons aussi qu'il soit le ciment qui fait tenir la famille, met de l'ordre dans la société et assure la transmission matérielle de biens d'une génération à l'autre. Pour moi, le lien entre l'amour et le sexe est très mystérieux. L'idéologie moderne les voit toujours liés. Cela peut arriver, je suppose, mais aussi souvent au détriment de l'un des deux. Le plus grand problème des êtres humains est sans doute qu'ils ne vont pas ensemble. Cette phrase, évidemment, est juste magique. Ils ne vont pas ensemble. Pourquoi donc voulons-nous être amoureux ?
Voilà une question passionnante. En partie parce que l'état amoureux a pour effet de nous remonter sur la grande roue. Magnifique expression, le vertige, ça nous remonte sur la grande roue, même si l'on sait que ça va nous briser le cœur. Ce qui me fascine avec l'amour, c'est la somme de valeurs et d'attentes culturelles qui s'y greffent. J'ai toujours été étonné par les gens qui disent « je suis tombé amoureux follement, passionnément, et j'ai eu cette liaison ». Ils vous décrivent tout un tas de choses et vous finissez par demander « et ça a duré combien de temps ?» La personne répond alors « oh, une semaine, je ne pouvais plus la supporter à la fin ». Voilà, c'est magnifique, ça, évidemment ça se termine en désastre évidemment à chaque fois, puisque les attentes culturelles, comme elle le dit très bien, qui s'y greffent, les attentes en termes de valeurs, cette idée que l'amour, on veut de l'anarchie et on veut de l'ordre dans l'amour, ça ne peut pas fonctionner. Et la cybermodernité, j'ai l'impression que c'est une réponse pour l'organisation affective des êtres humains qui est le véritable problème aujourd'hui. Dans la cybermodernité, j'ai dit, nous ne sommes pas des individus esselés, hyper-individualistes, nous sommes connectés. Et cette connexion fait que nous ne sommes pas dans l'individualisme, nous sommes dans le co-individualisme. C'est paradoxal, une sorte voilà, d'écosystème qui constitue l'individu. Et dans le cadre cybermoderne, nous héritons de manière d'aimer et de manière de faire des enfants et de manière d'avoir des relations sexuelles qui viennent non pas de l'époque cybermoderne, mais qui viennent de l'époque moderne, tout simplement. De l'époque moderne où les choses étaient solides et les institutions amoureuses, mais surtout familiales, parce que ce qui m'intéresse, c'est la famille comme le cocon qui va donner, éduquer les citoyens de demain. On parle de l'école, mais d'abord, vous le savez très bien, ce qui éduque quelqu'un, c'est la famille. Nous héritons d'un système familial issu du passé. Bien sûr, il y a de la modernité, et notre président d'ailleurs cybermoderne fait partie, montre, c'est le premier de la Ve République, qui a une organisation, je dirais, très étrange par rapport au modèle du passé, pas complètement commune aujourd'hui, et qui plaide d'ailleurs pour des familles recomposées, des familles homoparentales. Donc il est vraiment cybermoderne en ce sens que cette institution familiale, il est au courant. C'est peut-être un des grands compliments qu'on peut lui faire, ce discours cybermoderne sur le faire famille. Vraiment, ça fait du bien. Là, bravo Macron. On peut pas. Là, il a tout bon. Vous le voyez, je ne sais pas si vous avez vu cette discussion avec des enfants. Voilà, tout ce qu'il dit, on ne peut que signer en bas de la feuille. Et donc voilà, vous avez dans la cybermodernité quelque chose qui a été hérité du passé. Il y a d'autres choses en termes de pouvoir, en termes de travail, et on le verra dans les prochaines vidéos, en termes d'organisation sociétale. Mais il y a cette chose étrange d'une institution totalement moderne, donc rigide, donc solide, et pas du tout fluide, et pas du tout translucide, alors vraiment pas du tout translucide, qui est le faire famille d'antan, fondé sur le flicage du ventre des femmes, à l'heure où justement il n'y a plus besoin de ça, fondé sur des rapports que je décris dans mon livre « L'homme expliqué aux femmes, l'avenir de la masculinité », où j'essaie de montrer justement ce que pourrait être une masculinité cybermoderne. Voilà, j'ai terminé cette conférence. Maintenant, je m'ouvre à vos questions. J'ai un peu de retard, on va discuter pendant 20 minutes ensemble, et c'est maintenant que je vais prendre vos questions et y répondre avec gourmandise. Voilà, donc toutes vos remarques sont bonnes, ne vous censurez pas, et n'hésitez pas, donc on communique ensemble sur cette cybermodernité. À ma connaissance, mais vous pouvez me détromper, c'est la première fois qu'on forge cette notion. J'ai fait une modeste recherche Google en anglais et en français, et le mot n'apparaît pas. Donc je suis extrêmement fier, ce 14 mai 2017, de co-créer avec vous, s'il y a un échange, ça serait vraiment de la co-création, cette nouvelle notion qui, j'en suis sûr, est promise à un très très brillant avenir. On ne pourra plus parler d'hypermodernité après cette conférence, on devra parler de cybermodernité. Voilà, et c'est aujourd'hui, avec vous, là vous êtes 30, que nous construisons cette notion. Donc vos questions auront un impact philosophique dans l'histoire de la philosophie. Je vais vous lire et ça sera dans les archives, dans les annales et surtout dans les big data d'Internet. Voilà, nous allons graver Internet, graver en fait cette naissance d'une nouvelle notion, la cybermodernité. Voilà, alors j'attends vos questions. L'art tumétique serait-il le levier contrepoids de la cybermodernité? Super Linda.
l'arithmétique. Je réponds, je prends toutes les questions et j'y réponds. Peux-tu revenir sur le terme de translucide? Translucide, d'accord, ça marche. Ok. Alors, l'arithmétique, effectivement, tu as très bien vu, Géraldina, et tu as suivi la conférence d'hier. Alors, tu as parlé de chaîne manteau pour modernité, cyber et réel, mais qu'en est-il de l'attente qu'on a parasité par le cyber, justement? Reformule, Dorcas, j'arrive pas à comprendre ta question. Euh, tu as parlé de chaîne manteau et... Mais qu'en est-il de l'attention parasitée par le cyber? Ah oui, 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 je comprends, je comprends. Euh, oui, oui, cette attention parasitée. Oui, d'accord, je comprends. Ok, Dorcas, c'est bon. Je vais répondre à ta question. Euh, donc l'art tumétique, c'est une référence à la conférence d'hier, le 13 mai 2017, où je forge cette notion de tumétique. Et effectivement, c'est totalement lié à la cybermodernité. Et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'en jour, parce que je suis un être humain, et donc forcément quand je prépare une conf, ça influence la suite de mes idées. C'est pas pour rien que ces deux conférences se suivent. Il y aura simplement 2 cycles de conférences qui seront sur ma page: Sens aigu, politique, philosophie et monde actuel, et puis Philharmonie, poétique, la poésie, poétique, art, musique et existentialisme. Et donc, le politique d'un côté, le poétique de l'autre. Vous savez bien que je définis la philosophie comme l'addition du politique et du poétique, hein, de la poésie et de la politique. Quand les deux sont ensemble, nous avons affaire à de la philosophie. Cybermonité et authenticité, d'accord. Authenticité, ça marche. Anne-Louise, c'est noté. Vous marquez l'histoire de la pensée là, mes amis. Hein. C'est quand même génial. Je suis un peu dans l'ego trip, mais c'est un ego trip égo-systémique avec vous. Donc tant que vous êtes avec moi, j'ai le droit. Voilà. Donc voilà, la tumétique, je ne vais pas trop m'étendre, Géraldina, mais évidemment, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à visionner le replay de ma conférence Philharmonie 1. Voilà, une conférence où je montre d'ailleurs ce que je compose. L'homme est un animal poétique. Kevin, j'aime bien ta transformation d'Aristote. Eh ben, j'ai envie de dire les deux, hein, un zoon politikon et un zoon poetikon, ce qui donne un zoon philosophicon. Voilà, donc voilà, Kevin. Alors, sur la notion de translucide, je ne vois pas en quoi je peux revenir là-dessus. Ce qui est translucide, Vincent, je crois qu'il serait bon de donner un schéma de l'intersubjectivité, s'il te plaît. Précisez vos questions, là, vous êtes très balèzes et vous avez tous L'homme est un... Vous avez tous des réflexions très personnelles, et donc j'ai affaire un peu à la partie émergée de l'iceberg, donc intersubjectivité, schéma, j'arrive pas à comprendre schéma, ce que tu mets dans le schéma. Ok, je vais essayer de répondre. Translucide, c'est ce qui laisse passer les rayons lumineux, mais qui ne permet pas de distinguer nettement les formes et les couleurs. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que à la fois ça laisse transparaître, il y a de la transparence, et à la fois ça retient. Et la société translucide que j'essaie de mettre en place, ce que j'appelle le cybermoderne, et dans translucide, ça répond avec le deep curse, vous voyez, il y a une sorte de triangle. Parlons des sursens. Ah oui, mais pas d'absence de différence entre sens et repère. Ah oui, waouh, vous êtes bon. Ouais, le sursens, ouais, c'est waouh. Elle était riche, hein, cette conférence. Je vois avec vos questions, MED, cybermodernité et éthique. Mais vous savez, c'est un cycle de conférences, on en aura une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine, je ne sais pas. Donc, je vais pouvoir répondre. Vous me nourrissez pour les prochains, là. Ne soyez pas frustrés si je ne réponds pas directement à vos questions, ça va me nourrir pour la suite. Oui, la cybermodernité. Ne mets pas de tiret med. Quand tu mets cybermodernité, tu peux le mettre collé. Hein. C'est important voilà, de faire que ce mot soit pratique. Donc voilà, le translucide, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est révélée et une partie qui est invisible. Et cette partie invisible, elle n'apparaît pas par définition, mais on ne la soupçonne pas, parce qu'il y a quand même de la transparence. C'est ça qui est vraiment nouveau. C'est-à-dire que dans ce culte de la fausse transparence, il faut lire le livre de Zamietin, Les Autres,
C'est un livre, Evgeny Zamyatin a fait une sorte de Big Brother sur la transparence. Et il montre comment la transparence peut être totalitaire. Mais là, nous ne sommes pas dans la transparence, nous sommes dans le translucide. C'est-à-dire que c'est une fausse transparence. C'est une transparence qui retient. Voilà. Et évidemment, lorsque par exemple l'individu communique par les réseaux sociaux à son écosystème, vous avez compris maintenant, vous comprenez mes concepts, et on a l'impression qu'il est en toute transparence. Lorsque vous surfez sur les profils de vos amis, vous avez l'impression qu'en toute transparence, il y a une communication, mais vous savez très bien qu'ils retiennent des choses, peut-être d'ailleurs les choses les plus importantes. Et donc c'est une fausse transparence, c'est translucide. Vous avez une vue sur vos amis Facebook translucide. Ça transparaît, mais il y a des choses invisibles. Et la grande question de la cybermodernité, c'est ça. C'est de réfléchir sur le visible et l'invisible. Créer des bugs. Le virtuel crée des bugs. Ouais. Ouais, les bugs. Alors, ça, je crois avoir répondu sur l'idée de translucide. L'arithmétique, j'ai répondu. L'attention, je ne pense pas que c'est un trouble de l'attention. Je pense que c'est une mutation de l'attention. Voilà. Il faut que je boive. Nous avons affaire à une mutation de l'attention. Donc, nous avons affaire à ce que Henri Lefebvre, Anne-Louise, cybermodernité et subjectivité, Henri Lefebvre appelait la transduction. La transduction, c'est pas l'induction, c'est pas la déduction. Waouh, vous êtes super balèze là. Quelle place réelle et positive pour le corps dans la cybermodernité? Un corps non pas instrumentalisé et marchandisé, le porno, mais un corps qui peut jouer un rôle subversif, déjouer à la fois le mental et les pièges. Waouh, Dalila, super question. J'ai peur que je ne vais pas pouvoir répondre à tout. Nous sommes dans des états superposés, d'aucuns disent que nous entrons dans une ère quantique. Ouais, c'est intéressant. Non, mon ami est juste dépassé par deux jeunes hyper connectés entre elles. Waouh. Et une mutation, j'ai presque envie de vous lire et de ne pas répondre. Une mutation de l'attention. C'est noté cybermodernisme. Non, cybermodernité. Non, cybermodernité, Med. Cybermodernité. Oui, cybermodernisme. Mais on parle du cybermoderne, de la cybermodernité. Donc, mutation de l'attention, parce qu'en fait, c'est une transduction. Qu'est-ce que la transduction? La transduction, c'est que je vise quelque chose en le construisant. Dans les autres modes de réflexion, je vise quelque chose pour le démontrer. Je prends les lois générales et j'en tire un cas particulier, ou je prends le cas, ça c'est la déduction, où le cas particulier va être subsumé sous les lois générales, l'induction. Je me suis peut-être embrouillé, mais je suis un peu fatigué. Dans la transduction, ce que je vise, je le crée. Je vise quelque chose et je le crée. Et c'est ça. Nous n'avons plus d'attention. Les jeunes, ils n'ont pas un trouble de l'attention. Ils fonctionnent par transduction. Je vous promets que je vais développer cette notion de transduction qui va avec la notion de translucide. Translucide et transduction, ça va ensemble. Voilà. Oh, excusez-moi, j'ai peut-être un problème de sucre, mais là, j'ai la tête qui tourne. Voilà, donc en fait, ils sont en train de co-créer, comme on le dit à la mode. Quand les jeunes n'arrivent plus à se concentrer, c'est qu'ils sont en train de fabriquer. C'est ça la poétique, justement. Et dans la cybermodernité, tout le monde est invité à créer du sens par le dialogue, créer du sens et s'approprier le sens que l'on crée. Je crée du sens, ce que j'appelle senser, le verbe senser. Les jeunes ne pensent pas véritablement, ils sensent. De plus en plus, nous avons une sorte d'inflation du sensage et non pas une inflation de la pensée. Fabien, tout est très clair, merci. L'arithmétique ne rejoint-il pas la cybermodernité? Waouh, vous êtes vraiment super, hein. Merci les amis. C'est haletant. Je vois que je dois changer mon élocution, ça va très vite dans ma tête et il faut que ça se calme un peu dans ma façon de parler parce que j'ai presque des spasmes là. Mais c'est intéressant au niveau du corps que l'exercice de cybermodernité qu'on est en train de vivre. L'arithmétique, oui ça va. Et des transductions, tu nous diras. D'accord, ok. Est-ce qu'on assiste là à une mutation de l'être humain? Oui, c'est une mutation, bien sûr. Et elle va être définitive
pensez toujours en termes de millénaires. Hein. Là, nous sommes à la césure de quelque chose qui va durer. Ça s'est joué de 2004 à 2014. En 10 ans, il y a un truc énorme qui s'est joué. Voilà. L'intersubjectivité, ce sera de la transsubjectivité. Hein, ce sera de la transsubjectivité. Je ne peux pas vous en dire plus, je suis à bout de souffle en fait. Tu es un sanguin. Je ne sais pas si je suis un sanguin, mais en tout cas, j'ai un rapport charnel avec l'intelligence et avec la philosophie, ça c'est sûr. Je suis un corporel. Sommes-nous des poissons qui répondent à ban, lol, aïe, mouvement sont des ondes. Oui, mais je parle que d'ondes. Sur l'authenticité et le translucide est toujours l'idée d'un aveu d'authenticité qui n'en est pas un, puisque c'est translucide, c'est-à-dire qu'on retient on retient une part et on montre une autre part. Et cette part infime que l'on retient dans le translucide, c'est l'espace même de notre conscience et de notre identité non négociable en termes d'écosystème. Wow, ceux qui nous rejoignent maintenant, ils doivent halluciner. C'est-à-dire que ce que je ne mets pas sur Facebook, c'est ce que je ne veux pas partager avec mon écosystème. Donc, je filtre dans mon identité ce qui peut être négocié avec ma communauté qui fait mon identité. Je filtre ce qui peut être négocié et le non négociable. C'est l'intime sacré, c'est le lieu sacré. On pourrait reprendre les analyses de Kristeva sur ça. L'espace sacré. Évidemment, notion de trans, bien sûr. Voilà, donc il ne s'agit pas d'une authenticité qui aurait référence à l'idée de pureté. C'est pour ça que je ne parle pas d'ailleurs de limpide. Je ne dis pas qu'on est dans la société limpide. Avec la société limpide, tu es généreux, c'est donc gratuit philosophie, on apprend plein de concepts, merci, c'est gentil, on est un peu des petits vampires. Peut-être que je me fais vampiriser par vous, mais c'est un grand bonheur. Hein. Belle démonstration du corps et de l'esprit. Ah oui, là, on est dans le corps et l'esprit, là, j'ai la tête qui tourne. Le translucide alors que tout est opaque. Mais justement, c'est ça, tout n'est pas opaque. On peut accéder à plein de choses. Tout est justement en transparence, mais il y a quand même un point de résistance opaque. Et l'opacité, c'est l'identité non négociable. Je ne peux pas aller plus loin aujourd'hui. Résistance du score face à la cybermodernité incarnée précisément à cet instant. C'est pas mal. Dalila, vraiment, merci. Hein, ta question était géniale. Je vais prendre vos questions et je vais y répondre. Ça va me donner la matière pour le sens aigu numéro 6. Voilà ce que je ne peux pas vous dire mieux. Donc posez-les, allez-y, épuisez-moi. De toute façon, le corps va censure. Hein, j'ai des fourmis dans les doigts. J'ai beaucoup donné, là, effectivement, parce que, voilà, mais posez vos questions et continuez même après la fin de cette vidéo, ou ceux qui regardaient en replay, qui me voient me décomposer. Voilà, continuez de poser des questions parce que j'y répondrai et je vais mettre de l'ordre. Et finalement, la matière que vous allez me donner en commentaire fera partie de Sens aigu numéro 6. Voilà. En tout cas, je pense que ça vous a plu à la notion de cybermodernité. Moi, ça m'a plu. Monsieur Onfray n'a rien compris. À Platon, oui, n'est-ce pas? Non, mais Onfray n'a rien compris. Onfray n'a rien compris, à rien du tout. Onfray, je pense qu'il y a très peu de lignes d'Onfray que je pourrais valider, selon moi. Voilà, mais ce n'est pas le problème aujourd'hui. Onfray n'est pas cybermoderne, pas du tout. Et d'ailleurs, tous ceux qui ne sont pas cybermodernes vantent le déclin, nous disent il y a le déclin, et puis après il va nous dire mais oui, on peut revivre grâce à la philosophie et à Nietzsche, voilà. Mais il n'a même pas compris Nietzsche, Onfray, c'est ça qui est problématique. Quelqu'un qui n'est pas du tout. Bon, bref, ne me mettez pas sur des choses comme ça. Bon, bah merci, Dalila, je suis désolé, hein, j'ai plus d'énergie là, j'ai tout donné. Il y avait la notion de sursens qu'il fallait que j'interroge. J'ai parlé un peu d'intersubjectivité, donc je parle de transsubjectivité. Ça aussi, c'est une notion à transsubjectivité. Pour ceux que ça intéresse, le 16, c'est mardi. Mardi 16 mai à 21h, nous allons poursuivre notre aventure cybermoderne. Je suis en trans, c'est vrai, je suis en translucide. Ouais. Nous allons poursuivre. C'est intéressant comme vidéo. Bon, faut dire que j'ai peint toute la journée. Peut-être que j'ai mis aussi une énergie créatrice énorme dans mes toiles. Et du coup, voilà. Voilà. On fait notre aventure Primate Joke. Vous savez, Primate Joke, vous pourrez regarder. Il y a un groupe Facebook Primate Joke. C'est une aventure cybermoderne où on essaie de voir le Deep Curse version 2114. Voilà, donc n'hésitez pas à être là à 21h le mardi 16.
prochain rendez-vous vidéo live. Voilà, le sursens, c'est en fait une sorte de... C'est le fait qu'on soit assailli de signification qui signifie indépendamment de nous, c'est-à-dire indépendamment de notre faculté de sensage. Le sens n'a de valeur que si je le construis moi-même. C'est moi qui construis le sens. Or, des grandes marques aujourd'hui veulent construire notre sens pour nous. C'est du sens prépensé, présensé. Et on n'est pas dans l'insensé, l'absence de sens, nihiliste. On est dans le pré-pensé, comme on parle de pré-mâché. Et la pré-pensée ou le pré-pensé, c'est une véritable, évidemment, catastrophe. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de trouver des outils pour qu'on puisse développer notre faculté de sensage. L'outil comme le jeu du phénix, ce tarot philosophique, c'est en fait un outil qui développe notre faculté de sensage. Voilà, j'ai plus d'énergie. Vous me dites merci, donc ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Et en fait, vous êtes des anges. Vous êtes des anges bienveillants. Il est 1h30, vous voyez, je ne peux pas tenir plus qu'1h30. Je vais, dans le prochain sens aigu, je m'engage, ça sera la semaine prochaine, hein, je m'engage à prendre en compte toutes vos questions. Donc c'est vraiment collaboratif en ce sens-là, c'est vraiment de l'intelligence connective. Toutes les questions qui vont suivre, si vous avez des idées, il y en a qui peuvent partir dans des grands délires philo, hein. Allez-y, hein, vous les mettez en commentaire, je vais les lire, les analyser, et ça fera toute ma matière pour le sens aigu. On va fonctionner comme ça maintenant, dans le sens aigu. Voilà. Et n'hésitez pas à connecter à l'actualité. Voilà, premièrement. Deuxièmement, je m'engage à favoriser plus le dialogue avec vous, donc je vais faire en sorte d'avoir un autre débit de parole peut-être, le prêt-à-porter, le prêt à vivre surtout, le prêt à vivre, Fabien. Et donc je m'engage à vraiment faire une bonne demi-heure d'échange avec vous, parce que là je viens de voir que le niveau il est super, je suis très content, il n'y a pas eu d'infantilisme dans vos questions, parfois il peut y en avoir, mais là vraiment, vous êtes 20, mais alors ça suffit largement, hein. Voilà, donc c'est super, voilà. Je vais m'arrêter là, à bout de souffle dans la pensée, et c'est bien, c'est intéressant. J'ai eu un grand plaisir à partager et forger avec vous pour la première fois cette notion de cybermodernité, pour la première fois au monde de l'histoire humaine. J'adore. Soyons pionniers dans l'aventure qui nous attend. Le progrès, disait Oscar Wilde, le progrès n'est que l'accomplissement des utopies. Voilà, le progrès n'est que l'accomplissement des utopies. Nous forgeons une utopie pour qu'un nouveau progrès soit possible, pour qu'un autre progrès soit possible. C'est ça, sens aigu. C'est ça, sens aigu. Oui, je vais me reposer, Dalila, merci. Merci tout le monde. Merci pour les likes, les cœurs, ça fait plaisir. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est un vrai bonheur. Ouais, je suis rincé, je suis à bout de souffle. Je crois que je vais dormir dans les minutes qui viennent. Merci les amis, c'était vraiment formidable. Toutes vos idées, vous les mettez en commentaire, y compris demain, après-demain, etc. Et rendez-vous donc mardi à 21h, mardi 16 mai, pour Prima Joke. C'est un jeu de rôle. C'est une expérimentation de la cybermodernité de 2114. Je ne peux pas vous en dire plus, mais vous avez tout sur le groupe Prima Joke. À bientôt mes amis, je vais rêver de vos interventions et vous me faites super cogiter. C'est un grand bonheur. Continuez les luttes pour plus d'humanité dans ce monde. Merci.